Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ne t'assieds pas, sinon tu mourras. Une vie, un regard. New York, un soir de décembre. Le vent s'infiltrait comme une lame entre les gratte-ciels, mordant la peau, fouettant les visages. La neige, tombée en masse plus tôt dans la journée, avait fondu sous les pas pressés des passants, formant des ruisseaux glacés le long des trottoirs sales. Des vapeurs s'élevaient des bouches d'égout, et les sirènes de police résonnaient au loin comme des gémissements métalliques d'une ville qui ne dort jamais, mais qui oublie souvent les siens. Sous un vieux pont de Brooklyn, oublié du monde mais familier des égarés, un homme s'agenouillait devant une boîte de conserve cabossée qu'il avait transformée en brasero de fortune. Il grattait une allumette avec la lenteur de ceux qui savent que chaque flamme est précieuse. Il s'appelait Caleb Brooks, 46 ans, autrefois professeur de physique quantique dans une université du Midwest. Aujourd'hui, plus rien de son passé ne semblait le suivre, hormis un sac à dos effiloché et un carnet jauni qu'il gardait contre lui comme un talisman. Sa barbe broussailleuse cachait en partie un visage sculpté par le froid, le manque de sommeil et les années passées à survivre. Ses doigts, rougis par le givre, tremblaient légèrement, mais ce regard restait vif, perçant, presque scientifique. Il n'avait rien perdu de sa capacité d'observer, d'analyser, de déduire. Depuis des mois, Caleb s'était installé là, sous ce pont. Il connaissait chaque fissure dans le béton, chaque son particulier de la ville à cet endroit précis, les pas pressés des banquiers le matin, les rires des lycéens vers 16 heures, le silence pesant entre 2 et 3 heures du matin, ce moment où même les voleurs dorment. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Un bruit de pneus crissa dans l'obscurité. Il tourna la tête et aperçut un SUV noir brillant, qui se gara trop rapidement pour être anodin. La portière côté passager s'ouvrit brutalement. Un homme en costume 3 pièces en descendit, sans prendre le temps de refermer correctement la portière. Il était grand, soigné, nerveux. Il tenait un téléphone à l'oreille, parlait fort, d'un ton pressé. « Oui, je suis presque arrivé. »« Non, je n'ai pas le temps de passer par l'accueil, je veux que ce soit discret. » L'homme avançait d'un pas rapide, les chaussures éclaboussant l'eau glacée, totalement absorbé par son appel, le visage fermé, l'air contrarié. Il semblait trop occupé pour remarquer qu'il s'engageait dans une ruelle mal éclairée, à l'écart des regards. Caleb fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Il plissa les yeux, habitué à distinguer les silhouettes dans le noir. Son cœur, habitué au calme froid, accéléra soudain. À gauche, juste au niveau d'un vieux lampadaire éteint, un homme en capuche se tenait immobile, comme figé dans l'ombre. Trop immobile. Un guetteur. Et à droite, derrière une benne à ordures, une silhouette remua à peine. Caleb vit un éclat métallique, un reflet froid, une seringue tenue dans une main gantée. Pas une seringue de médecin. Une seringue improvisée, prête à injecter n'importe quoi. Caleb comprit. Il comprit l'arnaque, le piège, on attirait cet homme, riche, distrait, seul, dans une zone aveugle, pour l'assommer ou l'injecter de quoi le neutraliser. Peut-être pour voler, peut-être pour un chantage. Ou pire. Et lui, Caleb, ce sans-abri que personne ne voyait, était le seul à avoir remarqué le scénario. Il sentit son souffle se bloquer. Son cœur cogna fort, comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Il regarda autour, personne. Pas de policiers, pas de témoins. Il se leva lentement, comme on se dresse face à l'inévitable. Ses jambes raides protestèrent, mais il les força. Il attrapa son vieux bonnet, serra ses poings. Il savait qu'il allait devoir intervenir. Ce n'était pas son combat. Mais c'était son instant. L'homme en costume marchait droit vers une chaise abandonnée, posée curieusement au centre de la ruelle, comme si quelqu'un l'Y avait déposée avec une intention sinistre. Une chaise en bois, bancale, solitaire, hors de propos dans un décor aussi hostile. Mais l'homme ne la voyait pas comme un avertissement. Il la voyait simplement comme une pause possible, un coin discret où s'asseoir, respirer, finir un appel. Ce qu'il ne voyait pas, c'était le piège. Mais Caleb, lui, avait compris. Il bondit, oubliant les nuits glacées, la faim creusant son ventre, les douleurs dans ses hanches. Un éclair d'adrénaline le traversa,
et son cri fendit l'obscurité comme un coup de tonnerre. Ne t'assieds pas, sinon tu mourras. Le cri fit écho entre les murs sales de la ruelle. L'homme sursauta violemment, s'arrêtant net. Il leva les yeux, sidéré. Une silhouette surgissait de nulle part, un homme en guenilles, le visage buriné, la voix haletante. Qu'est-ce que... Sa voix tremblait, mi-surprise, mi-agacée. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas encore. Mais Caleb, lui, n'eut pas le temps d'expliquer. Une ombre surgit brutalement sur leur gauche. L'un des hommes tapis dans l'ombre bondit comme un fauve. Dans sa main, un couteau long et effilé. L'éclat de la lame traversa la pénombre comme un éclair. Sans hésiter, Caleb se jeta entre les deux. Son corps heurta celui du riche homme d'affaires, le repoussant en arrière. Il esquiva de justesse le premier coup de couteau qui sifflait à hauteur de ses côtes. Il vacilla, mais tint bon. « Reculez !» hurla-t-il. L'agresseur gronda, frappa à nouveau, le regard haineux. Caleb se baissa, leva un bras pour se protéger. La lame entailla sa manche et sa peau, envoyant une chaleur vive dans son épaule. Il grinça des dents. Mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, un deuxième homme surgit de l'ombre, plus jeune, plus nerveux et bien plus dangereux. Dans sa main, une seringue artisanale, au contenu opaque, brunâtre, menaçant. Il fonça droit sur Caleb, l'aiguille dirigée vers sa gorge. Caleb pivota, le poing fermé, et frappa l'homme au poignet. La seringue tomba au sol avec un bruit sec, éclatant contre le béton. L'agresseur hurla et se jeta sur lui. Caleb, déséquilibré, ne put éviter le coup suivant, un crochet brutal au visage. Il s'effondra à genoux, du sang coulant de sa lèvre éclatée. Mais il se battait encore. Il criait. Fort. Désespérément. À l'aide. Police. Hurla-t-il avec tout ce qui lui restait de souffle. Le premier agresseur revenait déjà à la charge, prêt à l'achever. Caleb, à genoux, leva les bras pour se protéger. Il n'avait plus la force. C'était fini. Et soudain, des sirènes. Des flashs bleus au loin. Des voix dans des haut-parleurs. Police de New York. Lâchez vos armes, mains en l'air. Les deux agresseurs figèrent. Une seconde d'hésitation. Puis, comme des rats sentant le piège se refermer, ils prirent la fuite, filant entre les ruelles, disparaissant dans les ténèbres. Astérisque astérisque. Le calme revint brutalement. Nathaniel Whitmore se tenait à quelques pas, hébété. Il n'avait pas bougé depuis l'attaque. Sa chemise était froissée, son téléphone perdu, sa respiration courte et rauque. Il avait les yeux grands ouverts, comme un homme qui vient de voir la mort en face. Son regard glissa lentement vers le sol, là où Caleb était recroquevillé contre un mur tagué, le visage en sang, le souffle difficile. Il s'approcha, tremblant. Les sirènes s'éloignaient déjà, d'autres agents poursuivaient les assaillants. Vous m'avez sauvé la vie, souffla-t-il. Caleb leva les yeux vers lui, un œil tuméfié, l'autre à peine entrouvert. Il haussa légèrement les épaules, le coin de ses lèvres se soulevant dans un rictus fatigué. On n'a pas besoin d'être riche pour reconnaître un piège, murmura-t-il. Nathaniel s'agenouilla près de lui. Il n'hésita pas. Malgré le sang, la crasse, malgré la douleur qui pesait dans la scène, il prit la main de Caleb entre les siennes. Une main rugueuse, calleuse, mais ferme. « Je m'appelle Nathaniel Whitmore, dit-il d'une voix tremblante. Je vous dois la vie. » Et Caleb le regarda, lentement. Le nom résonna dans son esprit comme une cloche. Whitmore. Ce nom qu'il avait vu tant de fois dans les journaux, sur les bâtiments des laboratoires, dans les débats télévisés. PDG de Whitmore Industries, géant pharmaceutique, milliardaire, habitué aux cercles fermés et aux interviews léchées. Un homme critiqué pour sa froideur, son détachement, son empire sans visage. Et pourtant, là, sous la pluie fine et les néons mourants, il tenait la main d'un homme que New York ne regardait même plus. Deux mondes venaient de se percuter. Et rien ne serait plus jamais pareil. À l'hôpital, deux mondes se recousent. Les néons de l'hôpital créaient une lumière crue, presque violente.
Caleb Brooks était allongé dans un lit d'appoint, les bras recouverts de pansements, la lèvre fendue, un hématome violacé marquant sa tempe. Son corps portait les stigmates d'une nuit trop longue. Mais ses yeux, eux, étaient ouverts. Calme. Présent. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait là. On lui avait parlé de « miraculés », de « héros de circonstance ». Mais dans sa tête, il n'y avait ni gloire, ni victoire. Juste cette étrange image qui le hantait, un homme riche sur le point de tomber dans un piège grossier que personne n'avait vu, sauf lui. Quelques heures après l'admission, Nathaniel Whitmore était revenu. Cette fois sans costume. Pull en laine sombre, manteau d'hiver ordinaire. Pas de cravate. Pas d'escorte. Juste lui. Les traits tirés. Le regard bouleversé. Il resta un long moment sans parler, observant Caleb de loin, comme si ce dernier était une énigme qu'aucune équation ne pouvait résoudre. Puis il s'approcha, tira une chaise, une vraie, cette fois, et s'assit doucement. « Je n'arrête pas de me repasser la scène, murmura-t-il. Vous saviez. Vous avez vu ce que moi, avec toute ma technologie, toute ma sécurité, je n'ai même pas senti venir. » Caleb tourna lentement la tête vers lui. C'est pas la première fois que ce genre de piège est tendu. Les chaises abandonnées, les seringues, les coins morts sans caméra. Ce sont des codes de la rue. Vous vivez au-dessus d'eux. Nathaniel hocha la tête. Il avait le regard de quelqu'un qui commençait à voir autrement. Je veux vous aider. Mais pas par charité. Pas pour apaiser ma conscience. Il inspira profondément, comme pour peser chaque mot. Je veux vous offrir un logement, des soins. Et surtout, une place à mes côtés. Vous m'avez sauvé, et j'ai besoin de vous. Caleb fronça légèrement les sourcils, méfiant. Pourquoi moi? Il y a des centaines de types comme moi dehors. Pourquoi m'offrir une chance maintenant? Nathaniel le regarda droit dans les yeux. Parce que vous m'avez vu. Pas comme un nom sur un immeuble. Vous avez lu une situation que j'aurais ignorée. Et je réalise que je suis devenu aveugle à des choses essentielles. J'ai besoin de gens qui savent lire le monde autrement. Vous en faites partie. Il sortit une enveloppe de sa poche. J'ai un projet en cours dans l'un de mes laboratoires à Brooklyn. Un programme pilote sur la sécurité urbaine et les environnements humains sensibles. Je veux que vous soyez consultant. Pas un nom sur une fiche de paie. Un vrai regard. Un contrepoint à mon monde. Il ajouta, presque timidement. Ce ne sera pas grand-chose au début. Mais ce sera à vous. Pas comme une faveur, mais comme un pari sur la clarté d'un regard qu'on oublie souvent d'écouter. Caleb ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre. Il faisait gris, comme toujours à New York en décembre. Mais pour la première fois depuis des années, l'horizon ne lui semblait plus entièrement vide. Il hocha lentement la tête. D'accord. Mais je viens comme je suis. Pas comme vous voudriez que je sois. C'est exactement ce que je veux, répondit Whitmore. Caleb s'installa dans un petit appartement à Harlem, modeste mais chaleureux. Une pièce, une douche fonctionnelle, un lit sans ressort cassé. Un luxe oublié. Il reçut des vêtements neufs, mais continua à porter son vieux manteau quelques jours encore. Par habitude. Par mémoire. Sur une étagère, il posa un vieux carnet qu'il avait conservé depuis toutes ces années. Un cahier jauni par le froid et le temps, rempli de formules, de pensées, de fragments d'observation. Il recommença à écrire. Non pas des théories. Des choses vues. Ressenties. Apprises dans la rue. Il marchait beaucoup. Observait. Notait. Et peu à peu, il devint ce qu'il avait toujours été, mais que la société avait oublié, un penseur. Un homme capable de voir entre les lignes. Nathaniel Whitmore, de son côté, ne resta pas le même. Ce sauvetage, cette nuit, ce cri dans la ruelle, tout cela était devenu un point de bascule. Il comprit qu'une entreprise qui prétendait sauver des vies sans jamais écouter celles qui survivent au jour le jour ne valait rien. Il lança un programme national sous sa fondation, Second Sight, un dispositif de réinsertion professionnelle pour les sans-abri ayant des compétences ou des expériences négligées. Loin de la charité, ce programme proposait un pont,
un passage structuré, des emplois dans les secteurs techniques, sociaux, artistiques et scientifiques. Il créa des centres d'écoute et d'analyse de terrain, en s'inspirant des récits que Caleb partageait. Ces récits, bruts, poignants, remplis d'observations fines sur la violence, l'exclusion, l'urbanisme défaillant, changèrent même la façon dont ces ingénieurs pensaient les projets urbains. Quelques mois plus tard, lors d'un gala de bienfaisance retransmis à la télévision, Nathaniel Whitmore prit la parole devant une assemblée de notables, de chercheurs, de politiciens. Je vais vous dire une chose. Ce soir-là, je n'ai pas failli mourir à cause d'un coup de couteau ou d'une seringue. J'ai failli mourir assis sur une chaise. Une chaise ordinaire, au milieu d'une ruelle. Une chaise placée là pour attraper les hommes comme moi. Et ce qui m'a sauvé, ce n'est pas mon argent. Ni mon nom. C'est un cri. Le cri d'un homme que j'aurais pu ignorer. Aujourd'hui, cet homme est mon conseiller. Mais surtout, il est la conscience que je croyais perdue. Il m'a appris à regarder ce que je refusais de voir. La salle se leva pour applaudir. Discrètement, au fond, Caleb, vêtu d'un costume simple mais propre, observait la scène, les bras croisés. Il ne cherchait ni lumière ni reconnaissance. Mais ce soir-là, il n'était plus invisible. Il était l'œil du réel, devenu voix. Quelques années plus tard, Caleb publia un ouvrage bouleversant intitulé « Ne t'assieds pas ». Ce n'était ni un essai politique, ni une autobiographie classique. C'était un recueil de récits bruts, poignants, parfois déchirants, venus directement de la rue, écrits à la main, un par un, à la lumière fragile d'un appartement modeste. Chaque chapitre était une voix, celle d'un vétéran oublié, d'une femme tombée dans l'oubli après une vie de travail, d'un jeune expulsé trop tôt, ou d'un vieillard abandonné. Caleb n'écrivait pas pour apitoyer, mais pour réveiller. Il appelait à écouter ces voix que la société laissait sur le bord du trottoir. Le titre, « Ne t'assieds pas », était devenu un symbole, un cri de résistance autant qu'une invitation à la vigilance intérieure. Dans l'introduction, Caleb écrivait « Ne t'assieds pas là où l'on t'attend pour tomber. Ne t'assieds pas sur tes certitudes. Ne t'assieds pas quand la vie t'appelle à te lever. Car parfois, une chaise abandonnée est un piège. Et parfois, ce que tu crois être du repos est une reddition. » Le livre devint un phénomène inattendu. D'abord diffusé à petite échelle dans les bibliothèques communautaires et les centres de réinsertion, il toucha un public bien plus large. Des universités l'enseignèrent dans des cours sur l'éthique sociale. Des chefs d'entreprise s'en inspirèrent pour revoir leurs politiques internes. Même des hommes politiques y puisèrent des citations. Caleb fut invité à des conférences, des émissions, des débats. Toujours discret, il parlait peu de lui-même, préférant mettre en avant les témoignages qu'il avait recueillis. Il refusait qu'on le transforme en figure héroïque. Lors d'un grand forum humanitaire à Boston, Nathaniel Whitmore, désormais philanthrope engagé, monta sur scène et déclara devant un auditoire de dirigeants. « Caleb ne m'a pas seulement sauvé d'un guet-apens. Il m'a sauvé de ma propre cécité. Ce que j'ai fait depuis, je ne l'ai pas fait pour lui rendre l'appareil. Je l'ai fait pour être enfin digne de ce cri qu'il a poussé. » Dans l'assemblée, Caleb, en retrait, leva les yeux un instant. Il portait un veston usé mais élégant, et dans ses mains, il tenait toujours le même cahier de notes, aux pages cornées. Il ne cherchait ni lumière ni gloire. Ce qu'il voulait, c'était que plus personne ne passe à côté d'un autre être humain comme s'il n'existait pas. Et ce soir-là, dans le silence qui suivit l'ovation, une simple phrase, sortie d'un cœur qui avait trop vu le fond, résonna dans tous les esprits. N'attendez pas d'être au sol pour comprendre qu'il fallait se lever.